3. C'est évidemment du runique, disait le professeur en fronçant le sourcil. Mais il y a un secret, et je le découvrirai, sinon... Un geste violent acheva sa pensée. Mets-toi là, ajouta-t-il en m'indiquant la table du poing. Et écris. En un instant, je fus prêt. Maintenant, je vais te dicter chaque lettre de notre alphabet qui correspond à l'un de ces caractères islandais. Nous verrons ce que cela donnera, mais par Saint-Michel, garde-toi bien de te tromper. La dictée commença. Je m'appliquai de mon mieux, chaque lettre fut appelée l'une après l'autre et forma l'incompréhensible succession des mots suivants. Quand ce travail fut terminé, mon oncle prit vivement la feuille sur laquelle je venais d'écrire et il l'examina longtemps avec attention. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» répétait-il machinalement. Sur l'honneur, je n'aurais pas pu le lui apprendre. D'ailleurs, il ne m'interrogea pas à cet égard et il continua de se parler à lui-même. « C'est ce que nous appelons un cryptogramme, » disait-il, dans lequel le sens est caché sous des lettres brouillées à dessein et qui, convenablement disposées, formeraient une phrase intelligible. Quand je pense qu'il y a là peut-être l'explication ou l'indication d'une grande découverte. Pour mon compte, je pensais qu'il n'y avait absolument rien, mais je gardai prudemment mon opinion. Le professeur prit alors le livre et le parchemin et les compara tous les deux. « Ces deux écritures ne sont pas de la même main, » dit-il. « Le cryptogramme est postérieur au livre et j'en vois tout d'abord une preuve irréfragable. En effet, la première lettre est une double M qu'on chercherait vraiment dans le livre de Turleson, car elle ne fut ajoutée à l'alphabet islandais qu'au XIVe siècle. Ainsi donc, il y aurait au moins 200 ans entre le manuscrit et le document. Cela, j'en conviens, me parut assez logique. « Je suis donc conduit à penser, reprit mon oncle, que l'un des possesseurs de ce livre aura tracé ces caractères mystérieux. Mais qui diable était ce possesseur? N'aurait-il point mis son nom à quelque endroit de ce manuscrit ?» Mon oncle releva ses lunettes, prit une forte loupe et passa soigneusement en revue les premières pages du livre. Au verso de la seconde, celle du faux titre, il découvrit une sorte de macule qui faisait à l'œil l'effet d'une tache d'encre. Cependant, en y regardant de près, on distinguait quelques caractères à demi effacés. Mon oncle comprit que là était le point intéressant. Il s'acharna donc sur la macule et, sa grosse loupe aidant, il finit par reconnaître les signes que voici, caractères runiques qu'il lut sans hésiter. « Arne Saknussemm » s'écria-t-il d'un ton triomphant. « Mais c'est un nom, cela, et un nom islandais encore, celui d'un savant du XVIe siècle, d'un alchimiste célèbre. » Je regardai mon oncle avec une certaine admiration. « Ces alchimistes, reprit-il, Avicenne, Bacon, Lull, Paracelsle étaient les véritables, les seuls savants de leur époque. Ils ont fait des découvertes dont nous avons le droit d'être étonnés. Pourquoi ce Saknussemm n'aurait-il pas enfoui sous cet incompréhensible cryptogramme quelque surprenante invention? Cela doit être ainsi. Cela est. » L'imagination du professeur s'enflammait à cette hypothèse. « Sans doute, osai-je répondre, mais quel intérêt pouvait avoir ce savant à cacher ainsi quelques merveilleuses découvertes? »« Pourquoi ? Le sais-je, Galilée n'en a-t-il pas agi ainsi pour Saturne ? D'ailleurs, nous verrons bien, j'aurai le secret de ce document et je ne prendrai ni nourriture ni sommeil avant de l'avoir deviné. »« Oh, pensai-je. »« Ni toi non plus, Axel, reprit-il. »« Diable, me dis-je, il est heureux que j'ai dîné pour deux. »« Et d'abord, fit mon oncle, il faut trouver la langue de ce chiffre. Cela ne doit pas être difficile. » À ces mots, je relevai vivement la tête. Mon oncle reprit son soliloque. Rien n'est plus aisé. Il y a dans ce document 132 lettres qui donnent 79 consonnes contre 53 voyelles. Or, c'est à peu près suivant cette proportion que sont formés les mots des langues méridionales, tandis que les idiomes du Nord sont infiniment plus riches en consonnes. Il s'agit donc d'une langue du Midi. Ces conclusions étaient fort justes. Mais quelle est cette langue ? C'est là que j'attendais mon savant, chez lequel cependant je découvrais un profond analyste. Ce Saknussemm, reprit-il, était un homme instruit.
Or, dès qu'il n'écrivait pas dans sa langue maternelle, il devait choisir de préférence la langue courante, entre les esprits cultivés du XVIe siècle, je veux dire le latin. Si je me trompe, je pourrais essayer de l'espagnol, du français, de l'italien, du grec, de l'hébreu. Mais les savants du XVIe siècle écrivaient généralement en latin. J'ai donc le droit de dire a priori. Ceci est du latin. Je sautai sur ma chaise. Mes souvenirs de latiniste se révoltaient contre la prétention que cette suite de mots baroques pût appartenir à la douce langue de Virgile. « Oui, du latin, » reprit mon oncle, « mais du latin brouillé. »« À la bonne heure, pensai-je. Si tu le débrouilles, tu seras fin, mon oncle. »« Examinons bien, » dit-il, en reprenant la feuille sur laquelle j'avais écrit. Voilà une série de 132 lettres qui se présentent sous un désordre apparent. Il y a des mots où les consonnes se rencontrent seules, comme le premier MRNLS. D'autres où les voyelles, au contraire, abondent. Le cinquième, par exemple, UNTEIEF, ou l'avant-dernier, OSEIBO. Or, cette disposition n'a évidemment pas été combinée. Elle est donnée mathématiquement par la raison inconnue qui a présidé à la succession de ces lettres. Il me paraît certain que la phrase primitive a été écrite régulièrement, puis retournée suivant une loi qu'il faut découvrir. Celui qui posséderait la clé de ce chiffre le lirait couramment. Mais quelle est cette clé ? Axel, as-tu cette clé ? À cette question, je ne répondis rien, et pour cause. Mes regards s'étaient arrêtés sur un charmant portrait suspendu au mur, le portrait de Grauben. La pupille de mon oncle se trouvait alors à Altona, chez une de ses parentes, et son absence me rendait fort triste, car je puis l'avouer maintenant, la jolie Virlandaise et le neveu du professeur s'aimaient avec toute la patience et toute la tranquillité allemande. Nous nous étions fiancés à l'insu de mon oncle, trop géologue pour comprendre de pareils sentiments. Grauben était une charmante jeune fille blonde, aux yeux bleus, d'un caractère un peu grave, d'un esprit un peu sérieux. Mais elle ne m'en aimait pas moins. Pour mon compte, je l'adorais, si toutefois ce verbe existe dans la langue tudesque. L'image de ma petite Virlandaise me rejeta donc, en un instant, du monde des réalités dans celui des chimères, dans celui des souvenirs. Je revis la fidèle compagne de mes travaux et de mes plaisirs. Elle m'aidait à ranger chaque jour les précieuses pierres de mon oncle. Elle les étiquetait avec moi. C'était une très forte minéralogiste que mademoiselle Grauben. Elle en eût remontré à plus d'un savant. Elle aimait à approfondir les questions ardues de la science. Que de douces heures nous avions passées à étudier ensemble, et combien j'enviais souvent le sort de ces pierres insensibles qu'elle maniait de ses charmantes mains. Puis, l'instant de la récréation venu, nous sortions tous les deux, nous prenions par les allées touffues de l'Alster, et nous nous rendions de compagnie au vieux moulin goudronné qui fait si bon effet à l'extrémité du lac. Chemin faisant, on causait, en se tenant par la main. Je lui racontais des choses dont elle riait de son mieux. On arrivait ainsi jusqu'au bord de l'Elbe, et après avoir dit bonsoir aux cygnes qui nagent parmi les grands nénuphars blancs, nous revenions au quai par la barque à vapeur. Or, j'en étais là de mon rêve quand mon oncle, frappant la table du poing, me ramena violemment à la réalité. « Voyons, » dit-il, « la première idée qui doit se présenter à l'esprit pour brouiller les lettres d'une phrase, c'est... il me semble, d'écrire les mots verticalement au lieu de les tracer horizontalement. Tiens, pensai-je. Il faut voir ce que cela produit. Axel, jette une phrase quelconque sur ce bout de papier, mais au lieu de disposer les lettres à la suite les unes de l'autre, mets-les successivement par colonne verticale, de manière à les grouper en nombre de 5 ou 6. Je compris ce dont il s'agissait, et immédiatement, j'écrivis de haut en bas. Bon, dit le professeur sans avoir lu. Maintenant dispose ces mots sur une ligne horizontale. J'obéis et j'obtins la phrase suivante. Parfait, fit mon oncle en m'arrachant le papier des mains. Voilà qui a déjà la physionomie du vieux document. Les voyelles sont groupées, ainsi que les consonnes dans le même désordre. Il y a même des majuscules au milieu des mots, ainsi que des virgules, tout comme dans le parchemin de Saknussemm. Je ne puis m'empêcher de trouver ces remarques fort ingénieuses. Or, reprit mon oncle en s'adressant directement à moi, pour lire la phrase que tu viens d'écrire, et que je ne connais pas, il me suffira de prendre successivement la première lettre de chaque mot, puis la seconde, puis la troisième, ainsi de suite.
Et mon oncle, à son grand étonnement, et surtout au mien, lut « Je t'aime bien, ma petite Graüben ». « Hein ?» fit le professeur. Oui, sans m'en douter, en amoureux maladroit, j'avais tracé cette phrase compromettante. « Ah, tu aimes Graüben ?» reprit mon oncle d'un véritable ton de tueur. « Oui, non, balbutiai-je. »« Ah, tu aimes Graüben ?» reprit-il machinalement. « Eh bien, appliquons mon procédé au document en question. » Mon oncle, retombé dans son absorbante contemplation, oubliait déjà mes imprudentes paroles. Je dis imprudentes car la tête du savant ne pouvait comprendre les choses du cœur. Mais heureusement, la grande affaire du document l'emporta. Au moment de faire son expérience capitale, les yeux du professeur Lindenbrock lancèrent des éclairs à travers ses lunettes. Ses doigts tremblèrent lorsqu'il reprit le vieux parchemin. Il était sérieusement ému. Enfin, il toussa fortement, et d'une voix grave, appelant successivement la première lettre, puis la seconde de chaque mot, il me dicta la série suivante. En finissant, je l'avouerai, j'étais émotionné. Ces lettres, nommées une à une, ne m'avaient présenté aucun sens à l'esprit. J'attendais donc que le professeur laissât se dérouler pompeusement entre ses lèvres une phrase d'une magnifique latinité. Mais qui aurait pu le prévoir ? Un violent coup de poing ébranla la table. L'encre rejaillit, la plume me sauta des mains. « Ce n'est pas cela !» s'écria mon oncle. « Cela n'a pas le sens commun !» Puis, traversant le cabinet comme un boulet, descendant l'escalier comme une avalanche, il se précipita dans Königstrasse et s'enfuit à toutes jambes. 4. « Il est parti !» s'écria Marthe en accourant au bruit de la porte de la rue qui, violemment refermée, venait d'ébranler la maison tout entière. « Oui, répondis-je, complètement parti. »« Eh bien, et son dîner ?» fit la vieille servante. « Il ne dînera pas. »« Et son souper ?» ?»« Il ne soupera pas. »« Comment ?» dit Marthe en joignant les mains. « Non, bonne Marthe, il ne mangera plus, ni personne dans la maison. Mon oncle Lindenbrock nous met tous à la diète jusqu'au moment où il aura déchiffré un vieux grimoire qui est absolument indéchiffrable. »« Jésus ! Nous n'avons donc plus qu'à mourir de faim ?» Je n'osais pas avouer qu'avec un homme aussi absolu que mon oncle, c'était un sort inévitable. La vieille servante, sérieusement alarmée, retourna dans sa cuisine en gémissant. Quand je fus seul, l'idée me vint d'aller tout conter à Graüben. Mais comment quitter la maison ? Le professeur pouvait rentrer d'un instant à l'autre. Et s'il m'appelait ? Et s'il voulait recommencer ce travail logographique qu'on eût vainement proposé au vieil Oedipe ? Et si je ne répondais pas à son appel ? Qu'adviendrait-il ? Le plus sage était de rester. Justement, un minéralogiste de Besançon venait de nous adresser une collection de géodes silicieuses qu'il fallait classer. Je me mis au travail. Je triais, j'étiquetais, je disposais dans leur vitrine toutes ces pierres creuses au-dedans desquelles s'agitaient de petits cristaux. Mais cette occupation ne m'absorbait pas. L'affaire du vieux document ne laissait point de me préoccuper étrangement. Ma tête bouillonnait et je me sentais pris d'une vague inquiétude. J'avais le pressentiment d'une catastrophe prochaine. Au bout d'une heure, mes géodes étaient étagées avec ordre. Je me laissais aller alors dans le grand fauteuil d'Utrecht, les bras ballants et la tête renversée. J'allumai ma pipe à long tuyau courbe dont le fourneau sculpté représentait une naïade nonchalamment étendue, puis je m'amusais à suivre les progrès de la carbonisation, qui, de ma naïade, faisait peu à peu une négresse accomplie. De temps en temps, j'écoutais si quelque pas retentissait dans l'escalier. Mais non. Où pouvait être mon oncle en ce moment ? Je me le figurais courant sous les beaux arbres de la route d'Altona, gesticulant, tirant au mur avec sa canne, d'un bras violent battant les herbes, décapitant les chardons et troublant dans leur repos les cigognes solitaires. Rentrerait-il triomphant ou découragé ? Qui aurait raison l'un de l'autre, du secret ou de lui ? Je m'interrogeais ainsi, et machinalement je pris entre mes doigts la feuille de papier sur laquelle s'allongeait l'incompréhensible série des lettres tracées par moi. Je me répétais « Qu'est-ce que cela signifie ?» Je cherchais à grouper ces lettres de manière à former des mots.
Impossible. Qu'on les réunit par 2, 3 ou 5 ou 6, cela ne donnait absolument rien d'intelligible. Il y avait bien les 14e, 15e et 16e lettres qui faisaient le mot anglais ice, et la 84e, la 85e et la 86e formaient le mot cire. Enfin, dans le corps du document, et à la 2e et à la 3e ligne, je remarquais aussi les mots latins rota, mutabile, ira, nec, atra. Diable, pensai-je, ces derniers mots sembleraient donner raison à mon oncle sur la langue du document. Et même, à la 4e ligne, j'aperçois encore le mot luco, qui se traduit par bois sacré. Il est vrai qu'à la 3e, on lit le mot tabiled, de tournure parfaitement hébraïque, et à la dernière, les vocables mer, arc, mer, qui sont purement français. Il y avait là de quoi perdre la tête. 4 idiomes différents dans cette phrase absurde. Quel rapport pouvait-il exister entre les mots glace, monsieur, colère, cruel, bois sacré, changeant, mer, arc ou mer? Le premier et le dernier seuls se rapprochaient facilement. Rien d'étonnant que, dans un document écrit en Islande, il fût question d'une mer de glace. Mais de là à comprendre le reste du cryptogramme, c'était autre chose. Je me débattais donc contre une insoluble difficulté. Mon cerveau s'échauffait, mes yeux clignaient sur la feuille de papier, les 132 lettres semblaient voltiger autour de moi, comme ces larmes d'argent qui glissent dans l'air autour de notre tête, lorsque le sang s'y est violemment porté. J'étais en proie à une sorte d'hallucination. J'étouffais, il me fallait de l'air. Machinalement, je m'éventai avec la feuille de papier, dont le verso et le recto se présentèrent successivement à mes regards. Quelle fut ma surprise, quand, dans l'une de ces voltes rapides, au moment où le verso se tournait vers moi, je crus voir apparaître des mots parfaitement lisibles, des mots latins, entre autres cratérem et terrestre. Soudain, une lueur se fit dans mon esprit. Ces seuls indices me firent entrevoir la vérité. J'avais découvert la loi du chiffre. Pour lire ce document, il n'était pas même nécessaire de le lire à travers la feuille retournée. Non, tel il était, tel il m'avait été dicté, tel il pouvait être épelé couramment. Toutes les ingénieuses combinaisons du professeur se réalisaient. Il avait eu raison pour la disposition des lettres, raison pour la langue du document. Il s'en était fallu de rien qu'il pût lire d'un bout à l'autre cette phrase latine. Et ce rien, le hasard venait me le donner. On comprend si je fus ému. Mes yeux se troublèrent. Je ne pouvais m'en servir. J'avais étalé la feuille de papier sur la table. Il me suffisait d'y jeter un regard pour devenir professeur du secret. Enfin, je parvins à calmer mon agitation. Je m'imposai la loi de faire 2 fois le tour de la chambre pour apaiser mes nerfs, et je revins m'engouffrer dans le vaste fauteuil. « Lisons !» m'écriai-je, après avoir refait dans mes poumons une ample provision d'air. Je me penchai sur la table, je posai mon doigt successivement sur chaque lettre, et, sans m'arrêter, sans hésiter un instant, je prononçai à haute voix la phrase tout entière. Mais quelle stupéfaction, quelle terreur m'envahit! Je restai d'abord comme frappé d'un coup subit. Quoi? Ce que je venais d'apprendre s'était accompli. Un homme avait eu assez d'audace pour pénétrer. « Ah !» m'écriai-je en bondissant. « Mais non, mon oncle ne le saura pas. Il ne manquerait plus qu'il vînt à connaître un semblable voyage. Il voudrait en goûter aussi. Rien ne pourrait l'arrêter, un géologue si déterminé. Il partirait quand même, malgré tout, en dépit de tout. Et il m'emmènerait avec lui, et nous n'en reviendrons pas. Jamais, jamais. » J'étais dans une surexcitation difficile à peindre. « Non, non, ce ne sera pas, » dis-je avec énergie. « Et puisque je peux empêcher qu'une pareille idée vienne à l'esprit de mon tyran, je le ferai. À tourner et à retourner ce document, il pourrait par hasard en découvrir la clé. Détruisons-le. » Il y avait un reste de feu dans la cheminée. Je saisis non seulement la feuille de papier, mais le parchemin de Saknussemm. D'une main fébrile, j'allais précipiter le tout sur les charbons et anéantir ce dangereux secret, quand la porte du cabinet s'ouvrit. Mon oncle parut.